Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup à la filière Firando de m'avoir demandé de vous parler dans une première partie des centres de compétences de la filière Firando à Toulouse. Donc, je vais essayer de me faire le porte-parole des centres de mon service et des autres centres du CHU de Toulouse qui sont associés à Firando. Et donc, dans une deuxième partie, de vous restituer un questionnaire qu'on avait diffusé à tous les centres de compétences Firando. Alors, un petit mot d'introduction sur la région Occitanie, qui est donc une des nouvelles régions, fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, qui regroupe à peu près 6 millions d'habitants. C'est une région qui est assez étendue puisqu'elle elle va jusque dans les montagnes. Et donc, on a des patients qui se déplacent beaucoup. Il y a une croissance d'environ plus de 50 000 personnes par an. Il y a 3 CHU, Toulouse, Montpellier et Nîmes. Et Toulouse est la 4e aire urbaine française avec plus de 800 000 habitants et une croissance de 3 700 habitants en plus par an. Alors voilà comment est organisé le CHU de Toulouse. C'est comme dans d'autres villes, un CHU qui est multisite avec au centre là plus des bâtiments administratifs. Et puis, un site qu'on appelle Purpan, où il y a notamment l'hôpital des enfants qui va nous intéresser aujourd'hui. Et à l'autre bout de Toulouse, 2 sites qui sont assez proches, mais qui sont quand même vraiment distincts. Il y a un petit quart d'heure à pied entre les deux, avec l'hôpital Rangueil et puis l'hôpital Larrey, où moi je travaille en tant qu'endocrinologue adulte. Et donc, en plus de ces 3 services, enfin, de tous ces services dont on va reparler ensuite, bien sûr, dans le cadre de Firando, on travaille aussi avec de nombreux autres services qui peuvent être à la fois sur le site de Purpan, sur le site de Rangueil ou sur le site de l'Arrêt. Et la plateforme Maladie Rare qui, elle, est avec les équipes administratives dans le centre de Toulouse. Donc voilà les différents services dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc sur le site de Purpan, sur le site de l'hôpital pédiatrique, il y a l'endocrinologie pédiatrique qui n'a pas de centre de compétences mais des centres de référence. Alors il y a peut-être encore Thomas Edouard qui peut me corriger si j'ai des bonnes informations. Il y a 7 médecins et un chef, et puis des lits d'hospitalisation de semaine et surtout des lits d'hospitalisation de jour. Il y a la chirurgie viscérale dont on va reparler parce que le centre d'Evgen est coordonné par ce service avec un gros service, beaucoup de lits d'hospitalisation conventionnelle, des lits d'ambulatoire et des lits de soins continus. Et ils sont 5 médecins et 2 assistants ou chefs de clinique. Le service de diabétologie qui comporte donc 3 universitaires, 13 PH, alors tous ne sont pas à temps complet, je pense, et 2 chefs ou assistants. Le service de prévention de l'athérosclérose, qui est en fait un des services de cardiologie, où il y a un PU et puis des médecins d'autres services qui viennent consulter. Et puis, un service qui est séparé entre l'arrêt, où il y a l'endocrinologie, et Rangueil, où il y a la nutrition. Donc, l'endocrinologie, où je travaille, on est 3 équivalents temps plein et un chef de clinique, et on a 12 lits d'hospitalisation de semaine et 5 lits d'hospitalisation de jour. Et la partie nutrition, qui donc administrativement est le même service, mais physiquement n'est pas dans le même hôpital que nous. Il y a 10 lits d'hospitalisation de semaine, 5 lits d'hospitalisation de jour, et puis une création de plateforme d'hôpital de jour de troubles du comportement alimentaire qui devrait être créée dans les prochains mois. Et ils sont 2 PU et 4 PH plus un chef de clinique. Donc voilà les ressources autour de l'endocrinologie au CHU de Toulouse. Tous les centres, sauf l'anorexie à début précoce, sont représentés, avec donc 2 centres de référence en endocrinologie pédiatrie. Donc, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'on m'a demandé de vous parler des centres de compétences. Et puis, les autres
centres sont représentés sous forme de centres de compétences avec en endocrinologie adulte, on a 3 centres que je vais vous détailler. Un centre qui est donc dans le centre de prévention de l'athérosclérose, un qui est en diabétologie et un qui est en chirurgie viscérale pédiatrique. Alors, les 3 centres qui sont dans mon service d'endocrinologie, bien sûr, je vais pouvoir vous en parler plus en détail. Donc, le plus important en nombre de patients, c'est le centre Hypophyse. Je pense qu'il existe depuis 2017 et on rentre des patients dans Bamara depuis 2020. On a une cohorte de plus de 1600 patients, des chiffres que j'ai été chercher sur Bamara, avec plus de 800 fiches remplies par an, essentiellement des prolactinomes, des acromégales, des adénomes non sécrétants, des craniopharyngiomes. Je vais les détailler après. Le deuxième centre, c'est le centre surrénal, avec une cohorte de plus de 2000 patients et une file active en 2023 de plus de 300 patients, principalement des phéochromocytomes, des maladies de Cushing ou des hyperplasies surrénaliennes ou des maladies d'Addison. Et puis le dernier, qui est donc depuis la dernière labellisation, c'est le centre thyroïde dont je m'occupe, qui est beaucoup plus récent, puis avec des pathologies qui sont quand même plus restreintes et donc un nombre de patients vraiment bien moindre, et une cohorte de 51 patients et donc j'ai des chiffres que de 2024, donc partiels, pour l'instant 21, essentiellement des résistances, des hypothyroïdies congénitales, des maladies de base d'eau à début pédiatrique qui ont transitionné, si ce verbe existe, chez les adultes et des adénomes thyréotrope. Alors, un peu plus de détails sur ce centre Hypophyse, qui est donc coordonné par Céline Mouly, qui est PH dans le service, et qui a développé alors, de l'ETP en lien avec le centre surrénal, bien sûr, sur l'insuffisance surrénalienne. Sur le diabète insipide, c'est beaucoup plus récent, avec pour l'instant une séance par an, et on va essayer d'en instaurer une deuxième. Et elle aimerait bien mettre en place de l'ETP pour le syndrome de Cushing, notamment pour la prise en charge post-opératoire de ces patients. On sait que c'est une période qui est difficile. Elle participe au RCP national et elle a monté une RCP régionale tous les 15 jours avec les neurochirurgiens, les neuroradiologues et qui est accessible aux endocrinologues libéraux. Elle est en lien avec des associations de patients, notamment avec APS, qui souhaiterait d'ailleurs participer à nos programmes d'ETP. Jusqu'à il y a quelques 2 ans, je dirais, on avait une association locale de patients acromégales qui s'est intégrée à APS et donc l'association régionale a disparu. Et puis le docteur Mouly organise des relais locaux, des réunions d'information nationale par le centre Hypo, et je crois qu'il y en a une d'ailleurs cette semaine avec l'association Grandir, et donc dont il y aura une retransmission dans notre hôpital. Au niveau de la recherche, elle participe aux études industrielles, aux PHRC nationaux, avec des travaux de thèse aussi. Elle a monté 2 consultations multidisciplinaires, surtout autour de la neuro-oncologie, avec une partie de transition, puis après un suivi avec nos collègues neuro-oncologues des patients qui ont des déficits hypophysaires suite à la prise en charge de leur pathologie oncologique. Et puis, elle a participé aux différents PNDS et consensus de ces dernières années. Sur le centre surrénal qui est donc coordonné par le professeur Vezosi, donc on retrouve l'ETP dont je vous ai déjà parlé, avec une très longue liste d'attente pour cette ETP. On aimerait bien augmenter le nombre de séances, mais le personnel paramédical ne suit pas et on n'a pas de psychologue, ce qui est aussi dommage pour un programme d'ETP. Elle a monté des séances spécifiques pour les corticosurrénalomes, qui ont parfois un vécu de la maladie, bien sûr, différent de nos autres patients insuffisants surrénaliens, une participation au RCP national, et elle est en lien avec les associations de patients, notamment l'association surrénale. De même, elle participe au projet de recherche, que ce soit industriel, avec l'étude d'IUR ou au PHRC nationaux, comme Compli-Cushing notamment. En consultation multidisciplinaire,
c'est aussi dans les consultations de neuro-oncologie qu'elle suit les patients. Et puis, elle a participé au PNDS QCHIM comme certains autres dans le service. Quand je lui ai demandé si elle avait des projets pour l'avenir, donc elle aimerait bien augmenter le TP. On a des infirmières qui sont très motivées, mais il nous manque, je vous dis, des assistantes sociales. Nos infirmières, notamment, ont pu participer au congrès grâce à Firando, à la fois à l'ECE et à la SFE, et elles sont toujours très demandeuses. Malheureusement, elles n'ont pas été à Reims, mais j'espère bien les motiver pour aller aux prochaines journées paramédicales Firando. Et donc, on aimerait bien que nos infirmières s'impliquent plus dans Firando. Et enfin, en ce qui concerne la thyroïde, donc le dernier centre de compétences là, tout nouveau, on a des RCP notamment avec la maternité pour le suivi des femmes enceintes qui ont des anticorps importants avec des suspicions d'atteinte fétale, de biologie moléculaire sur les diagnostics génétiques. On participe au RCP national. On a une grosse cohorte d'orbitopathie avec une participation au RCP orbitopathie, même si ce n'est pas exactement dans le spectre de Firando. On est en lien avec l'association Vive sans thyroïde. J'ai croisé Béat Barthès tout à l'heure. Et on a participé notamment au PNDS, enfin de relecture du PNDS de résistance aux hormones thyroïdiennes et au consensus de la SFE sur les nodules thyroïdiens. On organise chaque année un club thyroïde. Alors, jusqu'ici en partenariat avec Merck qui se décède de la RIS, mais qui continue quand même à nous soutenir de loin. Et on va continuer cette réunion qui est très appréciée par les endocrinologues libéraux. Aussi via le GRT où je suis impliquée et le DU de thyroïdologie. On a monté un parcours spécifique nodule thyroïdien en un jour pour avoir le diagnostic ANAPAT le même jour et pouvoir voir les chirurgiens si c'est indiqué. Et puis, on a une consultation multidisciplinaire sur les orbitopathies. Donc ça, c'était pour les 3 centres en endocrinologie. Les 3 autres centres, donc j'ai eu soit par mail, soit par téléphone les coordonnateurs de ces centres. J'essaye de vous retranscrire ce qu'ils m'ont dit, mais c'est donc des pathologies que je connais moins bien et des patients que je ne suis pas du tout. Donc, le professeur Abo en chirurgie digestive pédiatrique pour DevGen. Donc lui, il a une petite centaine de patients. Il a du mal à rentrer les patients puisqu'il le fait lui-même. Il ne rentre, me dit-il, que les nouveaux diagnostics, mais pas les suivis. Il essaye de participer comme il peut au RCP. Il est en lien avec les autres centres et notamment Montpellier. Alors après, il m'a dit que ces derniers temps, il était démotivé face à l'évolution de la législation et qu'il se sentait un peu en désarroi pour le suivi de patients dont les familles demandaient de la chirurgie qu'il ne pouvait pas proposer. Ensuite, pour le professeur Gourdi sur les diabètes rares, il rentre lui-même les fiches et donc il les a rentrées jusqu'en 2022 et depuis, il pense avoir arrêté. Il me dit qu'il a rentré une 50aine de fiches alors qu'il a une file active de 90 qui ont un diagnostic génétique et 150 qui sont encore en attente de diagnostic génétique. Et enfin, le centre sur les dyslipidémies rares, lui aussi a beaucoup de difficultés pour rentrer les fiches. Et puis, il m'a dit qu'il avait une expérience très ancienne de 40 ans dans cette pathologie, qu'il rentrait déjà dans un fichier national qui ne communiquait pas avec Bamara et donc il trouvait que c'était un travail redondant. Et les critères en plus de pathologie qui rentraient dans ce fichier national et ceux qui dépendaient de Firando n'étaient pas les mêmes, avec des critères très restrictifs pour rentrer les gens dans Firando, ainsi que des compétitions de diagnostic avec d'autres centres maladies rares, notamment des centres qui ont des troubles des globules rouges et des plaquettes. Et donc, les patients étant déjà rentrés dans un autre centre, il ne pouvait pas les rentrer lui-même. Et donc, il me dit qu'il doit avoir une file active en 2024 de 7 patients uniquement liés à toutes ces difficultés. Donc, en résumé sur la partie centre de compétences toulousain, alors on a des projets, notamment de rapprochement avec la pédiatrie. Il y avait Thomas Edouard qui était là tout à l'heure. Donc, on va essayer de restructurer la transition entre nos 2 services qui avaient bien marché à un moment et puis, faute de moyens humains, qui s'est un peu distendu. On vient de remettre en place des RCP communes.
Et puis, on a la chance d'avoir une plateforme maladies rares à Toulouse et dont c'est un des objectifs aussi que de structurer la transition au niveau de l'ensemble des maladies rares. Et puis, on a donc depuis quelques mois ce projet d'un arc financé par Firando, mais pour 1 an et à mi-temps, qui est en cours de recrutement. Et j'espère que ça va aider les différents centres de compétences. Alors, pour une durée donc limitée, mais au moins à se remettre à jour. Nous, en endocrino adultes, on rentre beaucoup de fiches grâce à nos secrétaires qui font ça, mais il y a eu un audit récemment au niveau du pôle de ce qu'elles faisaient. Leur cadre s'est rendu compte qu'elles passaient du temps à remplir des fiches Bamara. Il a dit que ça n'était pas du tout leur rôle et qu'il fallait qu'elles arrêtent, alors qu'elles aimaient bien cette activité et qu'elles nous rendaient service. Donc, il faut qu'on trouve une solution sans passer par nos secrétaires médicales. On aimerait bien aussi augmenter l'ETP, mais on manque de personnel, notamment paramédical. Donc, voilà nos principales difficultés, comme tous les centres de compétences, c'est le remplissage de Bamara. Pour certains centres, c'est les définitions aussi des pathologies, comme mon collègue me l'a dit pour le centre de la dyslipidémie. En thyroïde, les pathologies sont très restreintes aussi et je trouve que c'est difficile d'avoir ne serait-ce que les 25 patients par an. Et puis, les redondances entre les différents centres avec forcément les pédiatres qui sont centre de référence Crescendo et donc les hypothyroïdies congénitales ne sont rentrées dans le centre thyroïde qu'à l'âge adulte après la fin de la croissance. Ce qui nous permet de passer sur la deuxième partie de ma présentation. Donc, je pense que c'était, j'ai mis mai, mais je crois que c'était un peu plus tard en fait, début d'été ou fin du printemps 2024, avec mes autres collègues représentants des centres de compétences au niveau de Firando. On a envoyé un questionnaire à tous les coordinateurs de centres de compétences. Donc, si j'ai bien écouté ce matin, il y a 195 centres de compétences Firando et on a eu 25 réponses. Alors, 25 réponses, ça ne veut pas dire 25 centres, puisque vous voyez qu'il y a des gens qui avaient entre 1 à 8 centres de compétences. Donc, c'est un peu plus, mais ça reste bien sûr une vision partielle de ceux qui ont bien voulu répondre. Alors, la première question, c'était est-ce que vous avez que des centres de compétences ou est-ce que vous avez aussi des centres constitutifs, des centres de référence? Donc, la majorité, 70%, n'avaient que des centres de compétences. La deuxième question qu'on leur avait demandé, c'est est-ce qu'ils remplissent des fiches Bamara ou est-ce que c'est via le dossier informatisé? Donc, la majorité, c'est via Bamara, mais il y a quand même 40% qui ont un dossier informatisé qui communique avec Bamara, ce qui on retrouve un peu les chiffres qu'on nous a présentés tout à l'heure. Qui rentre les données? Donc, pour les centres de compétences, c'est quand même pour la moitié d'entre eux les médecins. La moitié des centres de compétences ont quand même des ARC qui les aident. Et puis, de manière très anecdotique, comme c'est le cas pour nous, des secrétaires médicales. Est-ce que vous avez des aides pour remplir les dossiers dans Bamara? La majorité n'ont aucune aide pour la moitié des centres à peu près. Et après, un quart ont une aide via Firando et un quart ont une aide via leur plateforme. Et de manière anecdotique, quand il y a un centre constitutif dans le même service, parfois, l'arc du centre constitutif saisit aussi les données du centre de compétences, mais c'est assez rare. Alors, la majorité quand même essaye d'être assez exhaustive puisqu'il y a 68% des centres qui renseignent notamment non seulement les diagnostics confirmés, mais aussi les suspicions. Et puis, les centres de compétences sont quand même bons élèves parce que si on regarde ceux qui remplissent 100%, c'est en violet là, ou 75%, c'est vert. Donc, ça veut dire que plus de la moitié enregistrent plus de 75% de leur activité, enfin, pensent enregistrer. Ceux qui sont plus en difficulté, c'est les bleus où ils disent qu'ils rentrent 0% et les orange foncé, là où ils rentrent 25% ou moins de leur activité. Donc, la dernière question qu'on leur avait demandé, c'est avez-vous des difficultés à entrer votre activité dans Bamara? Donc là, la réponse était quand même assez claire pour 80% des centres de compétences. Oui, c'est difficile. Alors, pourquoi? Par manque de temps, pas de financement d'ARC, le logiciel n'est pas adapté, ça ne communique pas avec le dossier informatisé, c'est difficile d'être exhaustif, c'est impossible de rentrer les suspicions. Et puis, je vous ai mis juste
3 villes qui vraiment m'ont fait part de points particuliers. Fort-de-France, on n'a pas d'arc, 0% d'activité rentrée sur Bamara. Poitiers, il y a un arc Firando, mais qui vient tous les 4 mois, et un arc de la plateforme pour tout l'hôpital, donc ils se contentent de 25 patients par an. Ça date du printemps dernier. Et à Marseille, la pédiatrie disait aucune aide, c'est que ce qui rentre via le DPI, mais on s'arrête là et on ne peut pas faire plus. Donc, je remercie tous mes collègues du CHU qui ont bien voulu me répondre pour me parler de leur centre de compétences et puis, bien sûr, tous les coordinateurs des autres centres de compétences qui ont répondu à ce questionnaire.